الزول في اللوني مرة وقاعد يتوالين الرسالة كاكيا نوسع أكد ماس أوراق حافظ نكتفو أدي بقولا فدا قداش ذوك اللي كاكيا توسنا ميكانيكي سكلوب إلا نتا ذوك اللي قد جانك وحريشة كاين توسنا سداوث مولد معمر تيزوزو وذكاثي وكنا المرض يا وضر يسوين ناس أما ذوك حريشون المرض سداوثنا ذوك حريشة نخدمه ذا غني وكنا دياوثي مسنيوين تما ينوذي ناس يفكن أفود إواكن أذي يكشم السهالة عرف كوبانيث إذ يك أي خدمة سكال قمضة الخدمة ثورة أسفكا أوالي مثنى فتح معمري إواكن أغدي يبدو أسراق نوسع أكد ماس حافظ أوراق أثن وهو الغرق أماس فتح معمري. Merci Fouad. Bonjour, bienvenue tout le monde. Merci encore une fois, Monsieur Hafid Daourak, d'avoir accepté l'invitation. Merci d'avoir accepté l'invitation, Monsieur Hafid Daourak. Je tiens à rappeler à ceux qui nous regardent que vous êtes physicien-chercheur à l'université de Tlemcen. Tout le monde m'entend? On vous entend. On vous entend, mais on ne voit pas votre caméra là. Ah, très bien. Maintenant, on vous voit. J'ai dit que vous êtes chercheur à l'université de Tlemcen et directeur de la recherche scientifique au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Vous travaillez sur différents sujets de recherche liés à la physique. Vous avez plusieurs publications et communications internationales. Donc, je vous passe la parole, Monsieur Hafid Daourak, pour faire votre exposé. Et à la fin, vous allez répondre aux questions de ceux qui nous regardent. Bon courage. Alors, parfait. Alors, comme je l'ai intitulé, mon intervention va être sur la physique de façon générale. Et puis, on va parler un peu de certains aspects de cette physique, c'est-à-dire l'évolution de la physique, des grandes théories à travers le temps et comment les choses se sont déroulées. Et nous allons parler aussi sur certains points qui sont très importants, qui sont essentiellement, est-ce que la science c'est quelque chose qui se fait de façon régulière ou par à coup, pour des personnes qui sont venues, qui sont là et qui ont établi des révolutions dans leur pensée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous étudions la science de façon générale, et en particulier la physique, et quand nous voulons étudier l'évolution de la physique à travers le temps, nous voyons qu'en fait, que le déroulement de la physique de façon générale. Et donc, penser pour quelque chose d'extrêmement important dans la physique, et nous allons le voir à travers certaines figures emblématiques de la physique, comment la physique s'est développée à travers les âges. Alors tout d'abord, il y a certains concepts que nous allons essayer de comprendre ensemble ce soir, des concepts qui sont évidemment très importants, qui sont triviaux, qui sont très faciles à comprendre par rapport à quelqu'un qui n'est pas dans le domaine. Quand je parle d'une masse, tout le monde connaît ce que c'est qu'une masse. Quand je parle d'une force, tout le monde connaît ce que c'est qu'une force. Quand je parle du vide, tout le monde connaît ce que c'est que le vide. Mais en fait, ces choses qui sont triviales pour des personnes ne sont pas aussi faciles que cela. Et tout d'abord, je vais commencer par la notion, parce que vous avez une citation qui dit que la nature a horreur du vide. Pourquoi on dit que la nature a horreur du vide? Ça veut dire comme si la nature, dès qu'il y a un vide, il faut qu'elle le comble. Il faut qu'elle résiste à ce qu'il y ait un vide dans la nature. C'est une citation, mais en fait, si on va dans la profondeur, c'est quoi le vide d'abord? Que représente le vide? Vous êtes ingénieur, quand vous faites une expérience, si vous voulez que les résultats de cette expérience soient les plus justes possibles, vous essayez de faire votre expérience dans le vide. Parce que dans le vide, vous avez des conditions qui ne peuvent pas perturber votre expérience. Donc, il s'agit de faire le vide.
Donc, si vous êtes un ingénieur, il y a toute une filière qui se développe qui s'appelle la science du vide. Et donc, la science du vide s'occupe essentiellement de comment faire le vide. Une dernière expérience qui a été faite, ça fait 2 ans à Cambridge, dans un grand laboratoire, on arrive de refaire le vide. Est-il possible que nous puissions faire le vide? Et donc, le vide a tout le temps été quelque chose qui a un peu intrigué les personnes. Intrigué les premières personnes qui ont commencé à s'intéresser à la nature, aux phénomènes naturels, aux phénomènes physiques, de façon générale. Et parmi eux, nous allons au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire les Grecs. C'était les premiers penseurs qui avaient commencé à réfléchir à cette notion du vide. Et parmi eux, Parménide, donc, qui a commencé à définir c'est quoi le vide. C'est la première fois qu'on a commencé à réfléchir à cette notion de vide. Et pour Parménide, le vide, c'est, vous avez l'être, c'est celui qui est, et vous avez le non-être, celui qui n'est pas. Donc ça veut dire que lui, le fait de penser au vide, ça veut dire qu'on lui donne un être. Donc ça veut dire qu'on donne une existence. Le vide a une existence. Et donc le vide n'a pas d'existence, d'après Parménide. Donc c'est le non-être. Et c'est par la suite, toujours dans la Grèce antique, Démocrite, qui est l'atomiste, qui est la première personne qui avait réfléchi et a introduit la notion d'atome, pas dans le concept que nous connaissons aujourd'hui, mais dans le concept donc de ce que nous appelons la théorie de l'atomisme. Et donc pour Démocrite, il y a 2 choses dans cet univers, les atomes et le vide, par rapport à une personne. Et la première fois où on introduit la notion de vide de façon, je dirais, la plus radicale par rapport à toutes les pensées qui existaient auparavant par rapport au vide, c'est Galilée. Galilée, pour la première fois, a introduit la notion du vide, mais une notion de vide telle que nous la connaissons aujourd'hui. Parce que pour Galilée, le vide, c'est quelque chose de vraiment fondamental dans la pensée d'une personne. Parce que Galilée, c'est le premier à avoir fait ce que nous appelons des expériences de pensée. C'est-à-dire des expériences de pensée. Qu'est-ce que ça veut dire une expérience de pensée? Quand vous faites une observation, quand vous faites une expérience, par rapport à ce que vous voyez dans la réalité, ce n'est qu'une illusion. Ce sont ce que vous voyez, vous. C'est ces sens qui vous permettent de voir et de permettre de percevoir quelque chose. Et donc, ça veut dire que ce que vous voyez est parfois trompeur. Ce n'est pas la réalité. Mais vous, en tant que physicien ou en tant que scientifique, vous voulez réellement comprendre la réalité, comprendre les phénomènes qui entourent notre vie, comprendre comment quelque chose se passe, à cette notion de vide. Parce qu'à l'époque, vous savez, donc on ne connaissait rien des atomes. On ne connaissait pas c'est quoi les atomes. On ne connaissait pas la structure de la matière. On ne connaissait pas comment sont faites les solides, les matériaux, etc. La notion d'atome n'existait pas. La notion d'atome était une notion philosophique qu'avaient introduit les Grecs. Et donc, Galilée commence à réfléchir, à se dire, est-ce que je peux faire des expériences, d'accord, mais dans ma pensée, dans ma tête, et qui ne répondent pas réellement à la réalité. Et la première expérience de pensée qu'il a dit, si je lance 2 objets, ce que nous constatons, c'est que la chose la plus lourde tend plus vite que la chose qui est la plus légère. Et ça, c'est les pensées d'Aristote. Parce qu'à l'époque, Aristote, il a dit si une chose est 10 fois plus lourde qu'une autre chose, elle tomberait 10 fois plus vite que cette chose-là. Et quand Galilée est venu, il a dit c'est pas possible. Toutes les choses tombent de la même façon dans le vide. Donc il a introduit la notion de vide. Ça veut dire que tous les objets
quelle que soit leur masse, ils tombent de la même façon dans le vide. Donc, ça veut dire qu'il a introduit une notion nouvelle qui est le vide. C'est-à-dire que le vide a une relation fondamentale avec l'évolution des phénomènes. Ça veut dire que le vide a une relation directe avec les lois naturelles de la physique. Ça veut dire que le vide joue un rôle important dans la compréhension des phénomènes. Et effectivement, donc c'est une expérience qu'il a mis dans sa tête. Donc cette expérience de pensée qu'il a imaginée dans sa tête, Galilée, il a dit si j'ai un objet qui pèse par exemple 10 kilos, et si j'ai un objet qui pèse 1 kilo, et je les attache par une ficelle, j'attache l'objet qui a 10 kilos, l'objet qui a 1 kilo. Si l'objet, donc ça veut dire que maintenant, si je les attache avec les deux ficelles, ça veut dire que leur masse, c'est 10 plus 1 kilo, ça fait 11 kilos. Donc ça veut dire si j'obéis à ce que je vois, ça veut dire que les deux vont tomber plus vite que si j'avais 10 kilos auparavant. Donc c'est pour cette raison que quand il les a attachés, il a dit, mais puisque celle qui a le plus de masse tombe plus vite que celle qui a le moins de masse, ça veut dire que celle qui a un kilo, elle va tomber moins vite que celle qui a 10 kilos. Donc, elle va ralentir, celle qui possède 10 kilos, puisqu'elle est attachée avec elle une ficelle. Donc, ça veut dire automatiquement, ça veut dire que tous les objets tombent de la même façon. Donc, et de cette façon-là, c'est une expérience de pensée. On a pu la vérifier que bien plus tard, quand Apollo 11 est parti sur la Lune, une des expériences qu'on a données à Neil Armstrong, c'était de vérifier si effectivement les objets tombent de la même façon. Et une de ces expériences d'Armstrong, quand il est descendu de la Lune, on l'a vu, il avait un marteau dans une main et une plume dans une autre main, et il les a fait tomber en même temps, et on a vu que le marteau et la plume sont tombés au même moment, au même instant. Ça veut dire que la plume et le marteau, qui ont deux masses différentes, tombent de la même façon, quelle que soit leur masse, dans le vide, d'accord? Et c'est normal que sur la Terre, il y a de l'air. Et quand il y a de l'air, il y a de la résistance de l'air. Et donc, plus un objet est léger, plus il va subir la résistance de l'air. Et plus un est lourd, il ne subit pas la résistance de l'air, il tombe plus vite. Donc, ce que nous voyons en fait, ce n'est qu'une prix parce que tous les objets tombent de la même façon dans le vide. Donc, vous voyez ici, Galilée a introduit pour la première fois la notion de vide. Alors maintenant, si je viens parler de la masse, qu'est-ce que ça veut dire la masse? Puisque nous avons dit, tous les objets ont une masse. Alors, une masse, d'abord, c'est quelque chose qui est mesurable. On la mesure en kilogrammes, en grammes, etc. Et puis, la masse, c'est aussi quelque chose qui est mesurante. En même temps, on la mesure et en même temps, on l'utilise pour mesurer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on mesure avec la masse? La masse représente la quantité de matière dans un objet. Donc, la masse, c'est la quantité de matière dans un objet. Donc, ça veut dire que la masse, pour nous, c'est une grandeur qu'on appelle une grandeur mesurable et une grandeur mesurante. Alors, cette masse, il faut bien comprendre que celui qui a bien compris ce que c'est que la masse et qui a introduit un concept que je dirais fondamental pour la compréhension de la masse, c'est Newton. C'est le premier qui a commencé à réfléchir à la masse. Et puis, Newton a introduit la masse. Nous avons deux types de masse. La masse inertielle. Qu'est-ce que ça veut dire, la masse inertielle? Ça veut dire que dans la masse, il y a deux grandes quantités distinctes qu'on appelle la masse inertielle. Quand vous avez un objet très lourd, il faut exercer une force importante pour le faire bouger. C'est-à-dire, c'est l'inertie. Donc, plus un objet est lourd, plus il est difficile pour le faire bouger. Donc, j'appelle ça
la masse inertielle. Et puis, il a introduit une deuxième chose, la masse, qu'il a appelé lui la masse grave. C'est cette masse-là qui est affectée par la gravitation. C'est celle que subit la gravitation. C'est celle qui donne le poids à une masse. Ça veut dire que la masse est sous l'effet de la gravitation. Ce n'est pas la masse inertielle qui est sous l'effet de la gravitation, mais c'est la masse grave qui est soumise à la gravitation. Donc, partant de ça, Newton, et quand on fait on utilise les bons, je dirais, les bonnes unités, on dit parce que la masse inertielle est égale à la masse A. Alors, vous savez aussi qu'une chose ce que nous appelons le mouvement inertiel, donc chez Newton, ça veut dire que la masse, quand elle est en mouvement, d'accord, elle ne subit pas sa masse. C'est-à-dire que la masse, quelle que soit la masse, un mouvement inertiel ne dépend pas de la masse. Et là, donc, vous voyez bien que nous sommes aussi dans deux espèces de contradictions. Comment se fait-il que la masse, dans un mouvement rectiligne uniforme, par exemple, le mouvement ne dépend pas de la masse? C'est contradictoire, comme qu'un mouvement ne dépend pas de la masse. Et cette question posée à l'époque, qui est restée comme ça, il fallait attendre jusqu'à ce que Einstein arrive, d'accord, pour pouvoir résoudre ce problème. Qu'en fait, Newton était un peu en erreur par rapport à cela. Parce que la compréhension de la masse, c'est-à-dire depuis jusqu'à l'arrivée de Einstein, on avait une mauvaise compréhension de ce que c'est que la masse. Vous voyez quelque chose qui est très simple, qui est la masse. Pour tout le monde, une masse, c'est quelque chose que je mesure en kilogrammes, en grammes, et puis ça y est, c'est fini. Non, la masse est complètement autre chose. Et il fallait que Einstein arrive pour expliquer, parce que j'ai dit au départ, la masse mesure la quantité de matière. Rappelez-vous ceci. La masse mesure la quantité de matière. Et puis, donc, l'avènement d'Einstein, il a dit, est-ce que la masse peut perdre de la masse sans perdre de masse? Ça veut dire que si j'ai une masse de 10 kilos, est-ce qu'elle peut perdre des kilos sans perdre des kilos? Mais en quelque chose, en prenant en compte que la masse mesure la quantité de matière. Est-ce que la masse peut perdre de la matière sans perdre de masse? Est-ce que la masse peut perdre de la matière sans perdre de masse? C'est-à-dire que la masse reste constante. C'est une question qu'on doit se poser. Parce que nous avons toujours, depuis l'école, au lycée, à l'université, on nous a appris que la masse se conserve. Ça veut dire quelque chose qui a 10 kilos, si je n'enlève pas quelque chose, elle restera toujours 10 kilos. Ça veut dire que toujours, on a dit que la masse se conserve. Mais en fait, quand Einstein est arrivé, il a contredit tout ceci. C'est-à-dire qu'on peut perdre de la masse sans perdre effectivement de la masse. Comment? Alors, je vous explique. Si vous avez un radiateur à côté de vous qui émet de la chaleur, cette chaleur, c'est quoi? C'est un rayonnement. D'accord? C'est un rayonnement. Et votre radiateur, c'est quelque chose de matériel, c'est une matière. D'accord? Ça veut dire que la matière, votre radiateur, qui est une matière, est en train de rayonner, est en train de chauffer une chambre, donc c'est un rayonnement. Et donc, ça veut dire que ce radiateur est en train de perdre, d'accord? Le rayonnement, c'est quoi? C'est de l'énergie. Il est en train de vous donner de l'énergie. Ça veut dire qu'en fait,
ça veut dire que votre radiateur est en train de perdre de l'énergie. Est en train de vous donner de l'énergie. Ça veut dire, mais cette énergie, elle provient d'où? Elle provient de votre radiateur. Et votre radiateur, d'où il peut vous donner c'est quelque chose qui est en train de se transformer. C'est de la matière qui est en train de se transformer en rayonnement. Et donc, ça veut dire que c'est là où Einstein arrive et il dit il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. C'est le principe d'équivalence, E égale mc au carré. Ça veut dire que ici, la masse n'est plus, elle ne mesure plus là, comme l'avait suggéré Newton, mais la masse mesure la quantité d'énergie. Ça veut dire que dans chaque masse, il y a une quantité d'énergie. Et si j'arrive à transformer cette quantité qui est dans la masse, d'accord, c'est-à-dire la masse, je peux la transférer, faire un moyen de faire cette transformation de ma masse en énergie, ça veut dire que j'ai transformé une masse dans mon concept que j'ai dit tout à l'heure en une quantité d'énergie. Donc, E égale mc au carré. Donc, il y a une équivalence entre la masse et l'énergie. Alors, pourquoi tout à l'heure j'ai dit une masse peut perdre de la masse, d'accord, sans perdre sa masse? Si on fait une expérience de collision, si on prend un accélérateur de particules, par exemple à l'HC, à Genève, au CERN, vous avez des accélérateurs de particules qui ont une particule, vous l'accélérez à une très très grande vitesse, et puis une autre particule de l'autre côté que vous allez accélérer par une très grande vitesse, et ils vont rentrer en choc. Donc une particule va heurter l'autre particule dans un choc énorme, avec un dégagement d'énergie, c'est-à-dire une énergie extraordinaire. Et lors de ce choc, il y a la création de nouvelles particules. Donc, on parlait du vide, donc cette notion du vide, comment on pouvait régler ça par rapport donc à ce que nous sommes en train de voir par rapport à cela. Alors, donc, j'ai dit, cette notion de vide a été toujours quelque chose qui a beaucoup intrigué le monde des physiciens. Et donc, on a cherché à comprendre c'est quoi le vide. Le vide, c'est pas, quand on dit le vide, ça veut dire c'est rien. Non, c'est pas rien le vide. C'est pas le néant. C'est pas le néant le vide. Le vide, c'est quelque chose d'existentiel. Et d'existentiel, ça veut dire qu'il a un être. C'est pas quelque chose qui n'est pas, comme on dit, le rien. Parce que quand on pense au vide, chaque fois, quand on dit je fais le vide, quand on dit à une personne vous faites le vide, ça veut dire que vous vous déconnectez de tout, il n'y a rien autour de vous. Et on réfléchit sûrement à cette notion de vide parce que quand on parle du vide, c'est quelque chose de vraiment terrible par rapport à une personne. Et la première fois où on introduit la notion de vide de façon, je dirais, la plus radicale par rapport à toutes les pensées qui existaient auparavant par rapport au vide, c'est Galilée. Galilée, pour la première fois, a introduit la notion du vide, mais une notion de vide telle que nous la connaissons aujourd'hui. Parce que pour Galilée, le vide, c'est quelque chose de vraiment fondamental dans la pensée d'une personne. Parce que Galilée, c'est le premier à avoir fait ce que nous appelons des expériences de pensée. C'est-à-dire des expériences de pensée. Qu'est-ce que ça veut dire une expérience de pensée? Quand vous faites une observation, quand vous faites une expérience, par rapport à ce que vous voyez dans la réalité, ce n'est qu'une illusion. Ce sont ce que vous voyez, vous. C'est ces sens qui vous permettent de voir et de permettre de percevoir quelque chose. Et donc, ça veut dire que ce que vous voyez est parfois trompeur. Ce n'est pas la réalité. Mais vous, en tant que physicien ou en tant que scientifique, vous voulez réellement comprendre la réalité,
comprendre les phénomènes qui entourent notre vie, comprendre comment Monsieur, quelque chose se passe, que j'ai mis en place lors de la collision, pour que les deux se sont heurtés, les deux particules, cette énergie s'est transformée en particules. C'est la réalité. Ça veut dire que je peux créer la matière à partir de l'énergie, comme je peux créer de l'énergie à partir de la matière. Il y a une relation d'équivalence entre la matière et l'énergie. Donc, ça veut dire que la masse ne mesure plus la quantité de matière, mais elle mesure la quantité d'énergie emmagasinée dans une masse. Et c'est le principe de la bombe atomique. De l'énergie à partir de la matière. Il y a une relation d'équivalence entre la matière et l'énergie. Donc, ça veut dire que la masse ne mesure plus la quantité de matière, mais elle mesure la quantité d'énergie emmagasinée dans une masse. Et c'est le principe de la bombe atomique. On transforme une masse en énergie. Alors regardez, pourquoi une masse aussi faible possible peut donner une énergie extraordinaire. Si je prends E égale mc au carré, ça veut dire que 1 gramme, vous allez le multiplier avec 300 000, qui est la vitesse de la lumière. Donc 1 gramme vous donne 300 000 joules. C'est énorme. C'est pour ça que 1 gramme d'uranium 238 peut vous donner la capacité d'une bombe nucléaire. Parce que la masse, c'est la quantité d'énergie qui est. Et si je trouve le moyen de transformer cette masse en énergie, comme ça se fait dans une bombe atomique, je transforme une masse en énergie. Donc vous voyez que le concept, quelque chose de très facile, qui est le concept de masse. Alors jusqu'à présent, jusqu'à Einstein, et jusqu'à, ça restait toujours une énigme. Alors que représente la masse? Donc la masse, au départ, ça mesure une quantité de matière. Ensuite, ça mesure une quantité d'énergie. Et puis arrive la mécanique quantique. La mécanique quantique, déjà, vous voyez déjà, tout à l'heure, nous avons parlé du vide, cette corrélation entre le vide et toutes les autres propriétés, donc de la matière ou les propriétés de notre environnement. Alors, le vide, comme vous le savez, la notion de vide a été pour longtemps quelque chose, parce que par la suite, quand est venu, comme j'ai dit, Galilée, et puis après Galilée, donc les choses ont évolué, et puis il y a eu Maxwell, les équations de Maxwell. Donc on a dit, quelles sont les deux grandeurs qui voyagent dans l'espace? Deux choses qui voyagent dans l'espace et que nous voyons, ou que nous ressentons. Le son, il voyage dans l'espace, et la lumière qui voyage dans l'espace. Vous avez deux grandeurs qui voyagent dans l'espace. Mais est-ce que le son et la lumière ont des mêmes propriétés? Non. Le son, pour qu'il se propage, il a besoin d'un support. Le son ne peut pas se propager dans le vide. Le son ne se propage pas dans le vide. Il lui faut un milieu physique. Donc, s'il n'y a pas un milieu physique, le son ne peut pas se propager, parce que c'est une onde. Donc, partons de ce principe, si c'est une onde, le son ne peut pas se propager dans le vide. Et donc, à l'époque, la notion de vide, on n'avait pas encore démystifié la différence entre la lumière et le vide. Et on a dit, donc, que la lumière a aussi besoin, comme le son, d'un milieu pour se déplacer. Donc, si la lumière a besoin d'un milieu pour se déplacer, on va dire que le vide, d'accord, on va le considérer comme un milieu, et on va dire, on l'a appelé à l'époque luminifère, c'est-à-dire l'éther, milieu qui peut transporter la lumière, comme le son, donc il a besoin d'un milieu pour transporter. Et on a fait l'erreur. C'est pas ça. Vous ne connaissez pas ce que c'est que le vide.
Là, encore une fois, c'est Einstein qui arrive pour établir la vérité, que la lumière n'a pas besoin d'un support pour se déplacer. Parce que la lumière est à la fois une onde et un corpuscule. Donc, ça veut dire que la lumière, il y a une dualité. Elle a cet effet dual que le son n'a pas. Le son étant une onde, il a besoin d'un support pour se déplacer, mais la lumière ayant cette double propriété d'être une onde et d'être un corpuscule, elle peut se déplacer dans le vide. Donc, et c'est à partir de là qu'on a laissé tomber la notion donc, telle qu'elle était, que le vide était un milieu. Donc, un vide, c'est quelque chose qui n'est pas dans le même sens tel qu'il avait été décrit auparavant. Et donc, ceci me ramène à tout revenir à la masse. Donc, ça veut dire que les choses, depuis Einstein, ont évolué. Il y a eu la mécanique quantique qui est arrivée. Et donc, la mécanique quantique donne une autre vision du vide. Donc, le vide de la mécanique classique, le vide de la relativité d'Einstein et le vide de la mécanique quantique sont complètement différents. Vous voyez que chaque fois qu'on met une théorie en place, les grandeurs fondamentales de ces lois physiques changent. Les grandeurs fondamentales n'ont plus le même sens qu'elles auparavant. Et donc, la mécanique quantique est arrivée et elle a défini le vide comme quelque chose de complètement différent par rapport à ce que nous suppensons. En fait, ce n'est plus quelque chose tel qu'elle a été décrite auparavant, mais c'est quelque chose. Le vide n'est pas le néant. Le vide, ce n'est pas rien. Le vide, c'est quelque chose. Le vide, c'est quelque chose, donc on ne peut pas parler de vide tel qu'il est pensé dans la vision classique ou la vision de la relativité, ça veut dire qu'il n'y a rien. Le vide est quelque chose qui existe. C'est pour ça que je dis, le vide existe, il est là. Parce que si ce n'existait pas, si quelque chose n'existait pas, pourquoi on veut lui donner un sens? Donc, si le vide n'existait pas, pourquoi je lui ai donné un sens? Et donc, c'est pour cette raison, les quantiques, le vide est des champs. C'est ce qu'on appelle un champ. C'est un ensemble de champs, d'accord, qui fait ce lien, d'accord, qui fait ce lien entre toutes les objets qui sont dans notre univers, dans notre nature. Et donc, ce vide quantique qui n'a pas la même définition telle qu'il était, par la suite, donc après la mécanique quantique, on a voulu faire une fusion entre la théorie de la mécanique quantique et la théorie de la relativité. Et donc, en faisant la fusion entre la relativité et la mécanique quantique, le premier à avoir pensé à cela, à faire des équations en faisant la relation entre la mécanique quantique, c'est Paul Dirac. Paul Dirac, d'accord, il a écrit des équations et à la fin, c'est-à-dire quand il a analysé ces équations, il est arrivé à la conclusion que si on les résout, d'accord, on arrive à une conclusion qui, puis Dirac introduit cette notion, donc ces équations, donc les fameuses équations de Paul Dirac, ça veut dire qu'ils ont une masse négative, qu'il y a des objets qui ont une masse négative. Et puis, en reprenant ces équations, il dit qu'un électron, vous connaissez tous, un électron a une masse, d'accord? Si j'enlève un électron, si j'arrache un électron, il laisse un trou, d'accord? Donc, il laisse un trou. Il a introduit cette notion, cette première fois, cette notion de trou. Donc, il a dit qu'il y a un trou. Et par la suite, donc en 1935-36, Penzas et Wilson ont fait une expérience. Donc, quand ils ont mis des radiotélescopes dirigés vers le ciel, ils ont pris des photographies. Et puis, dans ces photographies, ils ont vu des particules
qu'il y avait un comportement complètement antagoniste au comportement des électrons. Et donc, ils ont dit, ça veut dire que ce sont des particules qui sont identiques aux électrons, mais qui ont une charge opposée aux électrons. Et donc, ils ont introduit la notion d'antiparticule. L'électron possède une antiparticule qui s'appelle le positron. Et donc, en reprenant les équations de Dirac, en introduisant le positron, donc on règle, donc on résout ces équations. Et à l'époque, c'était quoi en fait ces positrons? C'est ce qu'on appelle de l'antimatière. Donc, cet univers est constitué de matière et d'antimatière. Et donc, par la suite, donc après Dirac, il y a eu, on a évolué, les théories ont évolué, on arrive à une théorie finale qui est la théorie, le modèle standard. Alors, dans le modèle standard, quand on va vers le modèle standard, donc dans le modèle standard, l'idéal pour un modèle standard, c'est que la masse, les objets ont une masse nulle. Ça veut dire que tous les objets qui sont autour de nous ont une masse nulle. C'est terrible de dire une phrase de telle façon que les objets ont une masse nulle. Ça veut dire pour nous qui sommes dans cet univers, qui percevons les choses, ça veut dire que la masse pour nous, cette notion de masse, quelque chose qui est massif, quelque chose qui est lourd, hein, ça veut dire que c'est une illusion. Donc, qu'est-ce qui fait la masse? Et donc, c'est là où vient un physicien écossais qui s'appelle X. Il s'appelle X. Ensuite, vous connaissez l'histoire de ce Higgs, d'accord, et du fameux boson, d'accord, qu'on a découvert. Alors, selon X, ça veut dire que j'ai dit que tout le modèle standard, l'idéal serait que la masse soit nulle, d'accord? Donc, comment se fait-il que nous pouvons dire qu'une masse est nulle? Et là, donc, selon X, d'accord, dans ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, c'est nous qui donnons la masse à une masse. C'est nous qui rendons un objet massif. Et là, si vous vous rappelez, nous avons parlé de mécanique quantique. Alors, quand on a parlé de mécanique quantique, on a dit que le vide n'est pas vide tel que nous pensons. La notion de vide telle que nous le percevons de façon logique dans notre tête. Que le vide, c'est quelque chose. Que le vide, c'est des champs, d'accord? Et donc, si c'est des champs, donc c'est pas quelque chose ce n'est pas du néant, ce n'est pas rien. Donc, on a voulu voir et donc, comment donc la masse devient masse, puisque ça veut dire que la masse n'existe pas, mais qu'elle devient masse dès que nous la faisons, nous qui observons quelque chose, devient une masse. Parce qu'en fait, dans la mécanique quantique, les objets n'ont pas d'existence. En mécanique quantique, la notion d'objet n'existe pas. Parce que quand on dit que nous voulons appliquer les mêmes concepts de la mécanique classique ou de la relativité en mécanique quantique, et quand on dit qu'on applique par exemple la loi d'incertitude de Heisenberg. La loi d'incertitude de Heisenberg, ça veut dire qu'en mécanique quantique est probabiliste, qu'elle mesure les choses c'est-à-dire statistiquement, c'est quelque chose qui est exact. C'est-à-dire que si je mesure la position avec exactitude, je ne peux pas mesurer la vitesse avec exactitude. Donc, il y a une incertitude dans la mesure. Oui, mais ceci, si je considère l'objet comme quelque chose qui existe. Or, dans la mécanique quantique, l'objet n'existe pas. L'objet, c'est nous qui lui donnons une existence. Tant que nous n'avons pas regardé cet objet, il n'existe pas. Mais dès que je regarde cet objet, je lui donne une existence. Et c'est le fameux paradoxe du chat de Schrödinger. Il est là, il n'est pas là. Il n'est pas si je ne le regarde pas. Hein? Il n'est pas là, si je le regarde, il est là. Donc, ça veut dire que ce principe d'incertitude
d'accord, je ne peux pas l'exprimer dans le même sens d'incertitude que par rapport à cette notion d'incertitude que j'ai apprise quand je fais les choses dans le domaine classique. Donc l'objet, c'est nous qui lui donnons une existence. Et donc je reviens à ce Higgs. Donc Higgs, il dit en fait que la masse, ce n'est que le reflet de ce vide quantique. Comment? Et pour que ceci marche, pour que cette fameuse, je dirais, modèle standard, donc dans le modèle standard, il y a une particule que nous avons introduite dans l'équation du modèle standard, qui est le boson de Higgs. Qu'est-ce que ça veut dire, un boson, de façon générale? Les particules, je les subdivise en deux grandes catégories, les bosons et les fermions. Les fermions, tels que l'électron, c'est ceux qui produisent de l'énergie. Et les bosons, c'est ceux qui transportent de l'énergie. Donc, vous avez ceux qui produisent de l'énergie et ceux qui transportent de l'énergie. Par exemple, vous avez le pétrole qui produit de l'énergie, vous avez des camions qui transportent ce pétrole. Donc, les particules dans le monde, dans cet univers, sont catégorisées en deux grandes catégories, les producteurs d'énergie et les porteurs d'énergie. Donc, les bosons sont des porteurs d'énergie. Et donc, parmi ces bosons, les photons, c'est des bosons, par exemple, la lumière. Et parmi ces bosons, il y a le boson de Higgs. Donc, si l'équation du modèle standard pourra être vérifiée expérimentalement, qu'elle répond expérimentalement tel qu'il a été décrit dans la théorie, il faut l'existence d'un boson qu'on appelle le boson de Higgs. Mais à l'époque, personne n'avait vu le boson de Higgs. Il fallait découvrir le boson de Higgs. Ça veut dire que le boson de Higgs, c'est lui qui a donné naissance à tout cet univers. C'est lui qui a donné naissance à l'objet, à la conception de l'objet tel que nous le voyons, à la conception d'un objet massif qui a cette masse. Et donc, ça veut dire que ce boson, c'est en quelque sorte cette particule initiale émise lors la première explosion qui a donné naissance à cet univers, lors du Big Bang. Il faut refaire les mêmes expériences. Ça veut dire qu'ici, nous allons revenir dans le passé. Nous allons revenir dans le passé, c'est-à-dire au moment du Big Bang. Vous allez me dire, mais le temps est irréversible, on ne peut pas faire dans le passé. Je n'ai pas dit le temps, on ne revient pas. Le temps, on ne sait pas le temps, on ne revient pas dans le temps. On revient dans les conditions du passé. C'est différent. Revenir dans le chemin inverse du temps, c'est différent de revenir dans les conditions dans lesquelles était le passé. Et ça, c'est l'expérience qui peut le faire, c'est-à-dire qu'on se met dans les mêmes conditions initiales du premier Big Bang. Revenir dans le passé, dans les conditions du passé. Ce n'est pas revenir dans la flèche du temps dans le passé. Et ça, c'est l'expérience qui a été réalisée à l'ESHE, d'accord, au CERN de Genève. Donc, on a fait de quelque sorte de faire une expérience. Et c'est ce qui a été réalisé comme expérience. Donc, on a fait les conditions initiales du Big Bang, où nous avons fait des collisions de particules. Et donc, dans ces collisions de particules, il y a eu, donc on a découvert le boson de Higgs. Ça veut dire qu'on a matérialisé, lors de cette collision, elle a donné naissance à une nouvelle particule qui était le boson de Higgs. Donc, ça veut dire que le boson de Higgs existe et donc que le modèle standard est juste et que le modèle standard configure ceci. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, donc, le boson de Higgs? Donc, ça veut dire que la masse n'est rien d'autre que le reflet de ces champs de Higgs. C'est-à-dire que ce boson de Higgs est des champs. Et que ces champs dans le vide quantique, c'est eux qui donnent un sens, d'accord, qui donnent un sens à la masse. Donc, c'est de telle façon, donc j'ai dit que aujourd'hui, donc
la masse, c'est très simple. Ça veut dire que si quelqu'un qui est euh, qui, par exemple, nous regarde de Mars, il est sur Mars, nous sommes sur la Terre, où il y a une seule personne toute seule, où il y a 10 personnes ensemble, il va voir que cette personne qui est toute seule va se déplacer très vite et les autres vont se déplacer moins vite. Alors, regardez, et c'est pour ça que je dis que quand je reprends toutes ces équations, et donc nous sommes aujourd'hui à une compréhension de la masse comme étant la masse n'est plus donc la masse telle qu'elle a été définie par Einstein, donc la masse telle qu'elle a été définie, comme je dis, par Galilée, ou la masse telle qu'elle a été définie par Einstein, mais nous sommes ici à la masse telle qu'elle a été définie dans le modèle standard, et que la masse n'est rien d'autre qu'une perception d'ordre de l'onde, et que la masse, c'est parce que c'est nous qui donnons un sens à un objet à travers sa masse. Donc, vous voyez que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, pour vous dire une notion très simple qui est la notion de la masse, c'est quelque chose d'aussi compliqué que cela. Alors, ceci nous ramène à autre chose. Nous avons parlé de masse, nous avons parlé du vide, d'accord? Et on va parler aujourd'hui, on va distinguer maintenant quelque chose qui est peut-être plus, je dirais, plus sensible, d'accord? Parce que, comme vous le voyez, la gravitation. La gravitation, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je dis, tel que Galilée, au départ, il a dit, tous les objets tombent de la même façon, donc ça veut dire que tous les objets à la gravitation, donc ils sont mis à la pesanteur. Donc ça veut dire que si les objets sont soumis à la pesanteur, ça veut dire qu'ils sont soumis au même G, et donc ça veut dire qu'ils n'ont pas le même poids, et donc comment se fait-il qu'ils tombent de la même façon? Et donc, comme j'ai dit, la notion de tous les principes fondamentaux de la physique ont évolué dans le temps. Et quand ils ont évolué dans le temps, d'accord, ils ont évolué et à chaque fois, il y a eu une révolution. Donc, la science a évolué par des révolutions. Ça veut dire que les révolutions, c'est quoi? Ça veut dire qu'on vient avec un concept et puis on admet ce concept jusqu'au jour où il y a une personne qui arrive et qui dit que ce concept est faux et il faut le changer par un autre concept. Et donc, ce concept est là jusqu'à ce qu'un nouveau concept, donc une nouvelle théorie arrive pour dire que c'est... Donc, nous sommes dans cette évolution des théories. Et donc, aujourd'hui, nous sommes à la dernière théorie pour la compréhension de tout ça, c'est la théorie du modèle standard. Oui, mais ici, mais toujours est-il que nous avons deux grandes visions différentes de pensée. Parce que le modèle standard a essayé de combiner deux pensées ensemble, la relativité et la mécanique quantique. Mais donc, ça veut dire qu'il y a toujours ces deux grandes classes qui sont la mécanique quantique et qui est la relativité de façon générale. Donc, la relativité regarde les choses d'une façon et la mécanique quantique regarde les choses d'une autre façon. Et donc, ça veut dire que je suis dans deux grandes écoles, l'école d'Einstein et l'école de Bohr. Une école qui est basée sur le déterminisme, d'accord? C'est le déterminisme, l'exactitude, la certitude. Et l'école de Bohr, d'accord, qui est basée sur la Torah et sur l'indéterminisme. Deux concepts antagonistes l'un par rapport à l'autre. Alors, quand on parle d'indéterminisme, ça veut dire, ici je vais introduire une notion qui est le hasard. Donc, tout à l'heure, l'évolution de cette théorie, c'est un destin. Ça veut dire que c'est le destin d'une personne. Le destin d'une personne, à un moment donné de l'histoire, Dieu a voulu que cette personne soit là, que le destin de cette personne soit là.
et que ce destin de cette personne a fait que cette personne, à un moment donné, est venue pour changer de concept. Et puis que ce concept a évolué, et puis une autre personne, un destin, une autre personne a croisé l'histoire pour changer le cours de l'histoire. Changer le cours de l'histoire, c'est-à-dire changer le cours de la compréhension de ces phénomènes. Et donc, le concept est là, il évolue dans le temps. Ensuite, il y a cette notion de destin qui est établie. Et puis, donc, je dis, la physique, de la physique, est une histoire de destin. Et puis, j'introduis la notion du hasard. Donc, le hasard, donc, à partir de là, le hasard, quand on dit le hasard, qu'est-ce que ça veut dire le hasard? Est-ce que les choses se font par hasard? Donc, quand il y a un événement qui se passe, on dit c'est par hasard. En tant que physicien, on a une conception différente d'un être normal. Il pense que le hasard, c'est la chance. Hein? Parfois, c'est la chance, la contingence. Hein? Et on pense que c'est ainsi le hasard. Vous savez, il y a un principe fondamental dans la physique, qui est le principe de la causalité. Chaque effet a une cause. J'associe l'effet à une cause. Je ne peux pas avoir d'effet si on y a cause. Chaque chose dans cet univers a une cause qui a fait qu'il est là. Que vous êtes là, il y a une cause derrière ceci. Il y a votre père et votre mère. S'il n'y avait pas eu votre père et votre mère, vous ne serez pas là. D'accord? C'est la cause de votre existence. Et ainsi de suite. C'est le principe de la causalité. Le hasard, c'est quoi? Le hasard, c'est quand on ne trouve pas la cause. Quand la pensée humaine, quand les connaissances physiques, les connaissances scientifiques que nous avons ne nous permettent pas de trouver la cause d'un effet. On dit c'est par hasard. Vous voyez que le hasard, c'est pas quelque chose de probabiliste. Le hasard, c'est l'antagonisme de la causalité. Ça veut dire que le hasard met dans les tiroirs la notion de causalité. Ça veut dire que le hasard a une relation mentale par rapport à notre compréhension du monde. Quand on ne trouve pas les causes d'un phénomène, quand on ne trouve pas les causes d'un effet, supposons que ce jour-là, vous avez décidé d'aller faire vos achats dans un supermarché. Vous deviez sortir à 11 heures, et puis vous êtes assez. Et supposons que dans votre chemin, il y avait une tuile qui était là. Et au moment donné où vous êtes passé par cette maison, il y avait une tuile, il y avait un vent, et cette tuile est tombée sur votre tête et vous êtes mort. On va dire c'est pas hasard, parce qu'on n'a pas trouvé la cause. Comment? Ça veut dire comment que moi, à un moment donné, à cet instant donné, la brique, la tuile est tombée, et pour que moi je sois à cet instant précis, à ce moment-là, pour que la tuile tombe sur ma tête, quelle est la cause? Je n'ai pas de cause, je ne la connais pas, donc je dis c'est le hasard. Ça, du point de vue réalistique, quand je ne trouve pas le hasard. Et puis, il y a ce qu'on appelle la coïncidence. Parler de destin, parler de hasard, et maintenant, il y a ce qu'on appelle la coïncidence. Selon une série de coïncidences. L'heureux coïncidence, c'est quoi l'heureux? À un moment donné, vous êtes en train de penser à un de vos amis, et soudainement le téléphone sonne, c'est lui qui vous appelle. Heureuse coïncidence. À un moment donné, vous êtes en train de penser, vous êtes en train de faire vos achats dans un supermarché, et vous êtes en train de penser à votre ami, et vous le croisez dans le supermarché. Vous allez dire, le hasard? Moi, je veux dire, c'est les coïncidences. Qu'est-ce que ça veut dire, les coïncidences? Les coïncidences, si nous réfléchissons en termes de mécanique quantique, dans la mécanique quantique, il y a ce que nous appelons l'intrication quantique. Ça veut dire que tous les objets qui existent dans cet univers,
s'ils ont eu une relation entre eux à un certain moment, ils sont intriqués à vie. Ça veut dire intriqué à vie, ça veut dire qu'il y a une relation non matérialiste, non matérielle. C'est pour ça que j'ai dit vide, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est des champs. Donc ça veut dire qu'il y a une connexion entre tous ces objets à travers ces champs de X qui fait que vous et votre ami, vous êtes toujours connectés sans le savoir. Et quelque part, quand vous êtes en train de penser à votre ami, à travers de ce vide quantique, cette pensée est transmise à votre ami, sans qu'il le sache lui, pour plus comprendre dans sa pensée, et il vous appelle. C'est ce que j'appelle des coïncidences, dues à l'intrication quantique. Donc je pense que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé, mais pour chacune, entre le hasard, donc comme on dit, donc le hasard, c'est pas quelque chose comme nous le disons, tel que vous le croyez, c'est la chance. Le hasard, c'est quand on ne trouve pas une réponse à une solution de façon pragmatique, causale, on dit c'est le hasard. Le destin, c'est le destin qui est préétabli par une personne qui a voulu que cette personne soit à un moment donné, ça n'est pas Dieu. Et puis les coïncidences, c'est parce que nous baignons dans un vide quantique et que nous sommes tous reliés par des champs et que si nous sommes intriqués un jour, si nous avons eu une relation un jour, ces champs nous laisseront toujours intriqués à vie. Voilà, coïncidence, hasard et destin, et je vous remercie. Voilà, Fatah, c'est bon? Pour cet exposé, c'était un sujet vraiment très intéressant. Surtout pour des gens comme nous, en génie mécanique, génie civil et les autres spécialités, parce qu'on fait pas de la physique, on fait pas de la mécanique quantique, la relativité et tout. Je trouve que c'est vraiment, c'est dommage. Donc, est-ce que vous voulez prendre des questions? Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Comme vous voulez, allez-y, je vous en prie. Hein? Donc, voilà, je commence par la question de Walid Natrib. Je vous dis, est-ce que c'est possible de fabriquer de l'antimatière artificiellement? Si c'est possible, quel est le procédé de fabrication? Alors, l'antimatière, on la fabrique. C'est un sujet que j'ai fait ma thèse dessus, sur l'antimatière. Donc, en fait, l'antimatière, c'est quoi? Donc, l'antimatière, tout d'abord, notre univers est matière et antimatière. Si de la matière rencontre de l'antimatière, elle la détruit. Et donc, lors de la destruction de la matière et de l'antimatière, il y a un produit d'énergie. D'accord? Une énergie formidable. Et donc, si cet univers, il y avait un équilibre, il n'y avait pas une brisure de symétrie, parce que tout a été créé par symétrie, en fait. S'il n'y avait pas cette brisure de symétrie, c'est-à-dire qu'il y avait plus de matière que d'antimatière, notre univers n'existerait pas. Parce que toute la matière, s'il y avait un équilibre ici, autant de matière et autant d'antimatière, donc l'une annule l'autre, l'une va détruire l'autre, donc il n'y aura plus d'univers. Nous n'existerons pas. Mais Dieu a fait qu'il y a un plus de matière par rapport à l'antimatière, et donc c'est la matière qui l'emporte sur l'antimatière, et donc l'univers. Comment on peut produire de l'antimatière? Alors, l'antimatière, donc j'ai dit, c'est des positrons. C'est des électrons, c'est l'antiprotons, donc ils ont une charge positive. C'est ce qu'on appelle des positrons. Comment on peut produire des positrons? Des radioactifs. Par exemple, je prends le cuivre 68, d'accord, ou le sodium 22, d'accord. C'est le spectre de rayonnement qu'on appelle le spectre de radioactivité bêta+. Donc, le spectre de rayonnement bêta+, donc on peut produire des positrons, on peut produire de l'antimatière, donc en faisant une désintégration radioactive d'un élément, en le rendant radioactif tel que le 22, le cuivre 68, et donc le sodium 22 émet des positrons,
donc émet de l'antimatière, et le cuivre 68 émet rayonnement bêta+, donc des positrons. Donc on produit des positrons, on produit de l'antimatière dans les laboratoires, au niveau du laboratoire, et on peut produire de l'antimatière, l'antimatière. Alors, ceci a permis réellement, dans des expériences laboratoires, de faire de la téléportation. Parce que quand je dis matière et antimatière, ça veut dire que vous avez un objet, vous allez le dématérialiser. Donc, je dis, on peut faire de la téléportation, c'est-à-dire quand vous avez vu dans le film de Star Trek, où on téléporte un objet dans un autre objet, on est arrivé au niveau du laboratoire à faire de la téléportation. On a téléporté des positrons d'un point à un point à l'échelle de particules. Donc la téléportation est possible parce qu'il y a cette annihilation matière. Parce que qu'est-ce que vous avez? Vous avez de la matière et de l'antimatière qui se rencontrent. Ils donnent naissance à des rayonnements gamma. Et donc, si vous calculez ces rayonnements gamma et vous faites l'inverse, à partir de ces rayonnements gamma, vous pouvez déconnecter la matière de l'antimatière et créer des objets. Donc, on peut dématérialiser et matérialiser un objet grâce à de l'antimatière. Et ça se fait au niveau de laboratoire, on est arrivé à faire de la téléportation. Maintenant, téléporter des objets tels qu'un homme, c'est compliqué, parce qu'un homme, c'est de la vie. Donc, si vous pouvez faire de la téléportation, vous n'êtes pas sûr de revoir le même hafid ou le même awrak, ce sera quelque chose de complètement différent. Donc, l'antimatière, allez-y pour la deuxième question. Donc, voilà. Walid, il veut savoir si c'est possible de démontrer la fameuse équation de Schrödinger, à savoir H égale E. Écoutez, est-ce qu'elle est démontrable? Voilà, les équations. Les théories et les équations fondamentales telles que l'équation de Newton, F égale m gamma, ou les équations de Maxwell, ou l'équation de Schrödinger, ne se démontrent pas. Ce sont des axiomes. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les équations, par exemple, F égale m gamma, H psi égale psi, ce sont des axiomes. Un axiome dans une théorie, c'est quelque chose que j'admets vrai et que je ne peux pas démontrer. Donc, on peut le vérifier par l'expérience. C'est-à-dire, on fait l'expérience, on vérifie que les mesures de cette expérience correspondent à cette équation. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle des axiomes. En mathématiques, un axiome, c'est une déclaration que j'admets vraie et que je ne peux pas démontrer. Dans la mécanique, F égale m gamma, c'est l'axiome de la mécanique classique. Et H psi égale psi est l'axiome de la mécanique quantique. Donc, donc tout le génie donc, de ce que j'ai dit de ces hommes et d'Esther, c'est d'avoir trouvé ce bon axiome, cette bonne équation que nous pouvons vérifier par l'expérience. Voilà. D'accord. Donc, la suite, d'autres questions? Bien sûr, il y en a d'autres. Sarah Khalfouna, elle vous dit la fin de la science mythe aux réalités. La fin de la science étant un concept selon lequel l'essentiel de grandes découvertes scientifiques auraient été réalisées et qu'il ne faut pas espérer de nouvelles évolutions scientifiques. En réalité, on ne pourra jamais décrire la réalité. On décrit une partie de la réalité. D'accord? Donc, la réalité absolue, personne ne la connaît, personne ne la connaîtra. Nous essayons de comprendre une partie de cette réalité. Donc, toutes ces théories, toutes ces équations ne peuvent, je dirais, prédire, mais elles peuvent juste expliquer une partie de la réalité. Elles n'expliquent pas le tout. Elles expliquent une partie de la réalité. Donc, je pourrais dire que ces théories, c'est juste un ensemble d'une partie de notre compréhension de ce monde-là, mais elles ne sont pas tout à fait la réalité. Donc, je ne peux pas dire un mythe. Un mythe, c'est quelque chose qui est basé sur une croyance, d'accord? Donc, nous ne sommes pas dans le monde des croyances, nous sommes dans le monde des vérités à travers pragmatique et par rapport à une pensée. Voilà. D'accord. Donc, la prochaine question, c'est la mienne. André Lechnerowicz, qui est un célèbre mathématicien français, disait que la physique serait la même, la physique sans les mathématiques serait la même mais plus lente. Est-ce que vous êtes d'accord là-dessus?
la physique se fait sans les mathématiques. La physique sans les Non. mathématiques, elle serait la même et plus lente. Non, la physique, c'est d'abord une pensée. La physique, c'est avant tout une pensée. Et la pensée, je la traduis par la suite par des équations mathématiques. J'ai besoin des mathématiques comme un outil. Mais la physique, c'est d'abord la pensée. Comment je peux traduire des pensées et comment je peux, c'est-à-dire quand je dis les pensées, c'est-à-dire comment je peux refléter la réalité à travers. Fatah, tu peux encore attendre quelques minutes. Peut-être qu'il peut revenir. Non, il n'est pas là, il n'a pas de connexion. Sa connexion est vraiment faible, donc on le remercie. D'accord. Et ça a vraiment été très utile et très enrichissant. Et à la prochaine. Donc, nous avons une conférence ce mercredi avec M. Nordin Melikchi au même créneau. Donc, soyez nombreux et merci.